Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Nous respirons tous, c'est-à-dire notre cœur bat. On peut donc représenter mathématiquement le battement de notre cœur par une fonction. Cette fonction-là est une fonction sinusoïdale, vu que notre cœur bat de façon périodique. Comment est-ce qu'on représente donc une fonction sinusoïdale? Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. On peut donc la représenter par une méthode qu'on appelle la construction de Fresnel. C'est ça qui va nous importer aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, prenez une seconde, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et de commenter. Maintenant, une fonction sinusoïdale est simplement une fonction qu'on va représenter par une fonction cosinus ou alors une fonction sinus. Ce sont des fonctions trigonométriques que vous maîtrisez déjà. C'est-à-dire qu'une fonction sinusoïdale est représentée, comme je mets ici, toute fonction sinusoïdale est représentée par la forme y de t égale y max cosinus oméga t plus phi. Ou alors y de t égale y max sinus oméga t plus phi. Donc soit l'un, soit l'autre. Soit par une fonction cosinus, soit par une fonction sinus. Comment est-ce qu'on les rejoue, comment est-ce qu'on les représente? C'est ce qui va nous importer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on somme des fonctions sinusoïdales? Donc, dans cette écriture ici, y max représente l'amplitude maximale du mouvement. Oméga, qui est là, représente la pulsation en radians par seconde. Et phi, la phase à l'instant initial. Bon, il faut noter simplement que la période d'un mouvement dont je parlais tout à l'heure, notre cœur par exemple, bat à une certaine période et donc forcément à une certaine fréquence. Par conséquent, la pulsation est donnée par la relation oméga est égal à 2 pi t ou alors oméga est égal à 2 pi f. Bien sûr, la période est l'inverse de la fréquence. Lorsque la fréquence est l'inverse de la période. La période étant en secondes et la fréquence en hertz. Pour être plus concret, un mouvement sinusoïdal peut être par exemple l'alternance du jour et de la nuit, ou l'alternance des saisons, ou le mouvement des marées, etc. Ce sont des phénomènes périodiques, par conséquent, ce sont des phénomènes qu'on peut décrire par une fonction sinusoïdale du temps. Donc le mouvement évolue au cours du temps. Par exemple, la révolution de la Terre est une fonction sinusoïdale du temps, ou alors la période de rotation de la Terre. Si vous voulez la rotation de la Terre tourne sur elle-même au bout d'un certain temps. On peut donc appeler ça, on peut donc traduire cela comme une fonction sinusoïdale du temps. Prenons deux foreurs qui sont en train de fourrer chacun de son côté. Le but du jeu étant forcément d'atteindre un même objectif, c'est-à-dire de faire. Bon, le premier foreur va utiliser un appareil et à la tête de cet appareil, il y a un instrument qu'on appelle le foreur. Et c'est le foreur donc qui va effectuer un mouvement périodique de telle sorte qu'il soit considéré comme s'il était en train de percer. Donc il effectue un mouvement périodique. Le mouvement de ce foreur-là va être traduit par une fonction sinusoïdale. Et cette fonction sinusoïdale-là, on va la matérialiser ici par U1 est égal à 1 cosinus oméga t plus phi 1. Même le deuxième foreur va voir son foreur effectuer un mouvement périodique qui sera aussi traduit par une fonction sinusoïdale caractérisée par U est égal à 2 cosinus oméga t plus phi 2. Maintenant, étant donné que les deux sont en train de travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut traduire dans le mouvement qui sera dans la somme des deux mouvements effectués par les deux foreurs au même moment? On va donc traduire ce mouvement-là par une fonction U qui sera la somme des deux fonctions définies par le foreur 1 en train de percer de son côté ou en train de forer de son côté et le foreur et le deuxième en train de faire également le même travail de son côté. Maintenant, étant donné que U1 et U2 sont tous les deux des fonctions cosinus, alors la fonction U qui est la somme de U1 et U2 est une fonction également cosinus. Si les deux étaient des fonctions sinus, ceci également serait une fonction sinus. Maintenant, on va donc définir grand A comme l'amplitude du mouvement global donné par U1 et U2. Mais la fonction U garde la même pulsation que les fonctions U1 et U2, c'est-à-dire oméga. Maintenant, phi étant la phase de la fonction U, qui est bien sûr différente de phi 1 et de phi 2. Le but du jeu ici est étant comment est-ce qu'on fait pour déterminer grand A et grand phi. D'où maintenant on va donc appliquer notre fameuse construction de Fresnel, qui est la suivante. C'est-à-dire que la fonction U1, qui est là, sera donc définie par un vecteur tournant qu'on appelle le vecteur tournant de Fresnel, défini par son amplitude A1 et sa phase à l'instant initial phi 1. La fonction U2 également sera donc définie par son vecteur tournant de Fresnel, défini par son amplitude A2 et sa phase à l'instant initial phi 2.
Pour représenter ces deux fonctions sinusoïdales, il suffira simplement de représenter leur vecteur tournant et de faire la somme de ces deux vecteurs. Tout le monde sait sauver deux vecteurs. Comment est-ce qu'on représente dans un vecteur tournant de fusion? C'est simple. Le principe est simple. Revenons dans notre petit schéma qui est là. On va simplement tracer une horizontale. Et à partir de cette horizontale, on va choisir un point de départ. Dès lors qu'on a choisi notre point de départ ici en l'occurrence, c'est le point A. À partir de ce point A, on va mesurer à l'aide de notre rapporteur l'angle φ1. Dès qu'on a mesuré l'angle φ1, on trace une droite. Et on va sur cette droite-là, on mesure l'amplitude A1. Vous voyez donc on aura donc ce vecteur-ci qui est le vecteur U1, défini par sa phase φ1 et son amplitude A1, c'est-à-dire la distance de A à D vaut A1. On fera également la même chose pour déterminer, pour représenter U2, c'est-à-dire on viendra au sommet de U1, représenter d'abord une horizontale. Ensuite, à partir de cette horizontale-là, on va prendre notre rapporteur, passer sur l'horizontale, passer au centre du rapporteur ici, mesurer l'angle φ2. Une fois qu'on a mesuré l'angle φ2, on trace une droite et on va délimiter cette droite-là par la distance A2. C'est-à-dire de D à F est égal à A2. Une fois que j'ai représenté U1 et que j'ai représenté U2, je somme simplement les deux. C'est-à-dire, on voit bien que la distance qui va donc de A à F est donc notre fameux U, qui est la somme de U1 et U2. Maintenant, une fois que j'ai matérialisé, une fois que j'ai représenté U, je peux donc simplement aussi déterminer ses caractéristiques. C'est-à-dire que la fonction U quant à F est définie par son amplitude grand A et sa phase à l'instant initial phi. Il me suffit simplement de prendre mon rapporteur et de mesurer cet angle-ci, qui sera donc intégré, et de diviser par 180 pour avoir sa valeur, et de diviser par 180 et de multiplier par pi, et d'ajouter pi devant pour avoir sa valeur en radian. Pour avoir l'amplitude A, il me suffira simplement de prendre ma règle graduée et de mesurer la longueur de A à F, que je place simplement ici. Ce sera aussi simple que ça. Voilà comment est-ce qu'on fait donc pour déterminer graphiquement la fonction U qui est égale à U1 plus U2 par la construction du Posner. Ça, c'est la méthode graphique. Maintenant, par calcul, comment est-ce qu'on réussit à déterminer phi? Comment est-ce qu'on réussit à déterminer grand A? Il suffit simplement de revenir dans notre petite figure. Si on veut déterminer grand A, nous venons de voir que grand A, qui est ici, est en fait la distance qui lie le point A au point F. Bon, bien sûr, grand A au carré sera donc égal à la distance AF au carré. Et maintenant, ACF est un triangle rectangle en C. Alors, d'après Pythagore, on aura ici très rapidement AC carré plus CF carré. Maintenant, de A à C, c'est de A à B plus de B à C. On aura donc AB plus BC tout au carré. De même, de C à F, c'est de C à E plus E à F tout au carré. Par conséquent, on aura AD carré plus BC carré plus 2 fois AB BC. De ce côté, CE carré plus EF carré plus 2 fois EC EF. Ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on regarde d'après notre figure, la distance AB, AB c'est le côté adjacent à phi1. AB, vous voyez là, est le côté adjacent à phi1. Donc le cosinus de phi1 sera dans le côté adjacent sur l'hypoténuse AD. Et notre AD, on n'oublie pas que c'est A1. Par conséquent, s'il faut remplacer, on va remplacer AB par AD cosinus phi1, le tout du carré. On va faire la même chose pour BC qui vaut en fait DE, qui est le côté adjacent à phi2. Et après, on va aussi remplacer CE qui est encore égal à BD, qui est le côté opposé à phi1 par A1 sinus phi1 et ainsi de suite. Tout ceci va nous amener à la conclusion grand A carré sera égal à A1 au carré plus A2 au carré plus 2 fois A1 A2 cosinus de phi1 moins phi2. Voilà donc comment est-ce que par calcul on peut réussir à déterminer grand A. Et ainsi de suite, on va aussi démontrer que nous pouvons aussi démontrer que pour avoir l'angle phi, pour avoir cet angle phi, on aura tangente phi est égal à A1 sinus phi1 plus A2 sinus phi2 sur A1 cosinus phi1 plus A2
hypotenuse. Voilà. Donc, de façon mathématique, par calcul, vous pouvez déterminer A par cette formule-ci et phi par cette formule-là et venir simplement remplacer ici. Ou alors, vous pouvez simplement exploiter la construction de Fresnel afin de déterminer cette formule. Donc, voilà comment est-ce qu'on réussit à représenter la somme des deux fonctions sinusoïdales en utilisant la construction Fresnel. J'espère que cette vidéo vous a satisfait et que ça vous a apporté quelques éclaircies. N'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire et surtout si cette démonstration vous dérange, vous posez des questions en commentaire, nous serons là pour vous